Vendredi 25 avril 1986. Une belle journée de printemps pour les 43 000 habitants de la ville de Pripyat, en Ukraine. Une journée qui restera à tout jamais gravée dans leur mémoire. À 3 kilomètres de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur qui pourrait permettre des économies d'énergie. À 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Une série de détonations se produit au cœur du réacteur. Alors que la ville de Pripyat dort paisiblement, le sol de la centrale se met à trembler. Les 1200 tonnes du couvercle du réacteur sont soudain projetées dans les airs. Un jet surpuissant de vapeur radioactive disperse des tonnes d'uranium et de graphite à des centaines de mètres à la ronde. Puis une gerbe de feu chargée de gaz et de particules en fusion s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du bâtiment éventré. L'atome échappe à tout contrôle. Des couleurs que je n'avais jamais vues. Très vives. Orange, rouge, bleu. Un vrai arc-en-ciel. C'était beau. Le plus grave accident nucléaire de l'histoire vient de se produire. La nuit, tôt le matin, on m'appelle vers 5 heures. On me dit qu'un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Personne n'était préparé à une situation de ce type. Les premiers pompiers sur place vont déverser en vain des tonnes d'eau sur cet étrange feu que rien ne semble pouvoir éteindre. Ils affrontent l'incendie sans aucune protection particulière. Ils seront mortellement irradiés. 2 d'entre eux meurent dans la nuit et 27 dans les mois qui suivent. Ce sont les premières victimes de Tchernobyl. Au cours des 7 mois suivants, 500 000 hommes vont affronter au corps à corps ce nouvel ennemi invisible. Une lutte acharnée dont personne n'a parlé. Des milliers de sacrifiés qu'on a choisi d'oublier. C'est pourtant grâce à ces hommes qu'a pu être évitée une seconde explosion d'une puissance 10 fois supérieure à celle d'Hiroshima, qui aurait anéanti la moitié de l'Europe. Un secret que les soviétiques comme les occidentaux ont gardé pendant 20 ans. La plupart de ces images sont inédites. Elles ont été réalisées par des journalistes qui sont eux aussi tombés au front de la contamination nucléaire. Elles racontent l'histoire de cette guerre cachée, mais aussi celle du gigantesque mensonge dont les conséquences continuent 20 ans plus tard d'alourdir le bilan de la catastrophe. 20 ans après, voici l'histoire de la bataille de Tchernobyl. Au matin du 26 avril 1986, la colonne de gaz en fusion qui s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du réacteur éventré contamine déjà les nuages. Igor Kostin est photographe à l'agence Novosti. Lorsqu'un ami, pilote d'hélicoptère, l'appelle pour lui proposer un survol de Tchernobyl, il sait juste qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit à la centrale. Il est un des premiers à découvrir le cratère. Lorsqu'on s'est approché du 4e bloc et qu'on en a fait le tour, je ne me rendais pas du tout compte du danger. J'ai ouvert le hublot de l'hélicoptère.
Je ne savais pas à ce moment-là que je commettais une énorme erreur. La légère fumée translucide qu'il voit s'élever des décombres est en fait hautement radioactive. Gravement irradié, il est l'un des seuls reporters de Tchernobyl encore vivant aujourd'hui. Quand j'ai ouvert le hublot, je n'entendais plus rien. Sous moi, le réacteur détruit. J'avais l'impression de me retrouver en apesanteur dans l'espace, comme dans une tombe, un vrai silence de mort. Je n'entendais même plus le bruit de l'hélicoptère, rien. Un trou noir, une tombe et le silence de la mort. Cette photo est la première image de l'abysse. Après 1 minute, tous mes appareils se sont bloqués. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que mes batteries étaient déchargées. Je n'ai pu faire qu'une dizaine de clichés. De retour à Kiev, j'ai développé mes pellicules et j'ai vu que mes négatifs étaient noirs et les couleurs de très mauvaise qualité. Je ne le savais encore pas, mais c'est la radioactivité qui les avait exposés. Au cœur du réacteur éventré enfoui sous 14 mètres de gravats, le graphite qui entoure le combustible nucléaire se consume et fait fondre l'uranium. Les retombées radioactives seront 100 fois plus importantes que celles des 2 bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Huit heures après l'explosion, au Kremlin, Gorbatchev n'est encore que très partiellement informé de la situation. Les premières informations étaient les suivantes. Un accident, un incendie. Pas un mot sur l'explosion. Au départ, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'explosion. Les conséquences de cette mauvaise information ont été particulièrement dramatiques. À 3 km de la centrale, les 43 000 habitants de Pripyat ignorent tout de la catastrophe. Dans les rues de la ville, la vie suit son cours, comme un jour ordinaire. Les informations que nous recevions, c'était que tout était fiable, y compris le réacteur. Lorsque j'interroge l'académicien Alexandrov, il me répond que c'est un réacteur tout à fait sûr, qu'on pourrait même l'installer sur la place rouge, qu'il aurait le même effet qu'un samovar, comme un samovar sur la place rouge. À Pripyat, des rumeurs font état d'un incendie à la centrale et de morts pendant la nuit, mais aucune information officielle n'est communiquée. Les flashs blancs perceptibles sur ces images sont pourtant dus aux effets de la radioactivité sur la pellicule. Les passants s'étonnent à peine de la présence de militaires masqués un peu partout en ville. Le colonel Grebenyuk commande les troupes chargées de prendre en main la situation sur place. On avait un goût métallique sur la langue, une certaine acidité. On disait pourtant que la radiation n'a pas de goût. Ce n'est que plus tard que nous avons compris que c'était le goût de l'iode radioactif. Tout au long de la journée, alors que les enfants jouent toujours dans les squares, les hommes du colonel Grebenyuk effectuent les premières mesures de radioactivité dans la ville. En URSS à l'époque, l'unité de référence était le Röntgen. Le taux normal dans l'atmosphère est d'environ 12 millionièmes de Röntgen. À Pripyat, en début d'après-midi, ces mesures dépassent déjà 200 millièmes de Röntgen, soit plus de 15 000 fois la norme. Et dans la soirée, elles atteignent 600 000 fois la norme. Boulevard Lénine, 200. Boulevard Ukraina, 250 milliröntgen. Et le soir,
7 rentgens. Mes subalternes ont commencé à avoir des doutes. Les appareils étaient-ils défectueux ou nous avait-on menti? Nous ne savions pas encore que le réacteur brûlait toujours et que la radiation continuait à se répandre. Cette carte est sous plastique parce qu'elle est toujours radioactive. On considère qu'un homme peut absorber jusqu'à 2 rentgens par an sans être affecté. Par contre, au-delà de 400 rentgens assimilés, l'organisme est mortellement contaminé. Au cours de cette première journée, les habitants absorbent donc environ 50 fois la quantité considérée comme inoffensive. À ce rythme, la dose mortelle serait atteinte en 4 jours. Le colonel dépêche alors une patrouille pour effectuer des mesures au pied de la centrale. Sur cette carte, ils avaient noté leurs premières mesures. 2080 rentgens. J'ai eu peur pour mes hommes. Comment avais-je pu les envoyer là-bas? Un homme exposé à ces taux astronomiques assimile une dose mortelle de radiation en moins d'un quart d'heure. À l'Institut nucléaire, ces chiffres provoquent un choc. Jamais on n'avait vu de tels taux de radioactivité. Dans l'urgence, Gorbatchev crée une commission gouvernementale composée des plus grands spécialistes en énergie nucléaire du pays. Elle est dirigée par l'académicien Legasov, physicien nucléaire de renom international. Il part immédiatement pour Tchernobyl, à la tête d'une délégation scientifique. Nous espérions qu'ils allaient rapidement pouvoir évaluer la situation. Mais pendant les 2 premiers jours, ils ont été incapables de nous transmettre quoi que ce soit. La situation était dramatique. En séance, nous attendions des informations. Nous exigions des informations. Mais ils étaient incapables de nous dire quoi que ce soit. 20 heures après l'explosion, aucune information n'a encore été communiquée aux habitants de Pripyat. Le taux de radioactivité ne cesse d'augmenter. Il faudrait calfeutrer portes et fenêtres, prendre des comprimés d'iode pour neutraliser les effets de la radioactivité. Mais aucune consigne n'a été donnée. Le lendemain matin, une certaine agitation est perceptible dans la ville, mais la population est maintenue dans l'ignorance. Yulia Marchenko avait 5 ans à l'époque. Elle vivait à Pripyat avec sa famille. Son père travaillait à la centrale. Mes parents m'ont amenée comme d'habitude à la garderie. Tout était encore absolument normal. Mon père était déjà au courant de l'accident, mais aucune mesure n'était encore prise. 30 heures après l'explosion, les premières mesures sont enfin mises en place. Plus de 1000 autocars convergent vers la ville. Les militaires annoncent aux concierges qu'une évacuation totale de la population est prévue à 14 heures. Mais pas un mot sur la durée de cette évacuation. Je me souviens qu'au jardin d'enfants, les puéricultrices nous ont distribué des comprimés d'iode. Puis les parents sont venus chercher leurs enfants à l'école et au jardin d'enfants. Tout le monde courait, mais il n'y avait pas de panique. On pensait qu'on partait pour seulement 3 jours. Pour éviter toute panique, les autorités mentent sur la gravité de la situation. On donne 2 heures aux habitants pour rassembler leurs affaires et se regrouper au pied de leurs immeubles. On nous a demandé de tous prendre place dans les autobus. Je me souviens parfaitement lorsque j'ai dû choisir les jouets que j'allais emporter. J'avais beaucoup de poupées et je voulais toutes les prendre, mais ce n'était pas possible. Nous n'avons même pas pu prendre nos vêtements chauds. Les habitants de Pripyat laissent derrière eux tout ce qu'ils possèdent, le fruit d'une vie entière. Ils ne reviendront jamais. Un vieux monsieur ne voulait pas partir. Il est resté. On a trouvé son corps quelques semaines plus tard.
Les gens ne voulaient pas croire à ce qui se passait. Ils croyaient qu'on leur mentait. Ils se souvenaient de l'occupation allemande et disaient qu'en 1941, il y avait des bombes qui tombaient. Mais là, il n'y avait rien. Les vieux ne croyaient pas à l'ennemi invisible et on n'avait pas le temps de leur expliquer. Quant à moi et mes soldats, on exécutait tout simplement les ordres. En 3h30, plus de 43 000 personnes sont évacuées dans les larmes, mais dans le calme. Ces colonnes de cars sur les routes sont celles des premiers réfugiés de l'atome. Un avant-goût d'apocalypse nucléaire en plein cœur de l'Europe. Ils l'ignorent encore, mais les doses de radiation auxquelles ils ont été exposés altèrent déjà la composition de leur sang et provoqueront des cancers mortels dans les années à venir. Ну как я нахожу, что, по-моему, скоро его отмоют. Скоро люди здесь будут жить. Ну еще что вам сказать? Город должен жить. Красивый город. Вот я сейчас смотрю напротив стадиона. Здесь должны дети играть. Ну, без риска везде, по-моему, нигде нельзя. « 48 heures après la catastrophe, ne demeurent plus dans la ville fantôme que quelques militaires et les membres de la délégation scientifique installée à l'hôtel de Pripyat. Comme inconscients du danger, ils mangent, dorment et travaillent sur place. C'étaient des hommes solides, des spécialistes. Venant d'eux, je ne pouvais penser qu'il s'agisse d'une conduite irresponsable et suicidaire. Non, cela signifie qu'ils avaient sous-évalué la situation. Nos anciens critères ne fonctionnaient plus. Il y avait eu des accidents nucléaires chez nous comme aux USA, mais ces informations étaient restées secrètes. Jamais il n'y avait eu un accident de cette ampleur. On pensait même que le réacteur serait remis en marche au mois de mai ou en juin. Pendant ce temps, poussés par les vents, les nuages chargés de particules radioactives ont commencé à dériver vers le nord. Les 26 et 27 avril, ils parcourent plus de 1000 km au-dessus de la Russie, puis de la Biélorussie et des pays baltes. Le 28, ils arrivent au-dessus de la Suède, où la télévision informe la population d'une augmentation de la radioactivité. Les pluies qui tombent sur Stockholm sont chargées de poussière radioactive. Les autorités envoient une escadrille de chasseurs effectuer des mesures sur les nuages. Les résultats sont sans appel. Les taux de radioactivité démontrent qu'un accident majeur s'est produit quelque part. Mais où ? 60 heures après la catastrophe, aucune information officielle n'en fait encore état. La ministre suédoise de l'énergie m'a appelé ce lundi matin à mon bureau de Vienne. Elle m'a informé qu'ils avaient mesuré des taux de radioactivité très élevés tout près de la centrale Forsmark à l'est de la Suède. Ils étaient parvenus à la conclusion que cela ne pouvait venir que d'un pays voisin. Savions-nous quelque chose ? Nous lui avons répondu que non, car nous ne savions rien. Nous lui avons dit que nous allions contacter les autres pays. Nous avons appelé les Polonais qui ne savaient rien et nous avons bien entendu contacter les Russes. Que s'était-il donc passé ? Une explosion ? Un nuage radioactif ? Une grave contamination ? L'information est venue des Suédois. 3 jours après l'accident, alors que Gorbatchev cherche encore à réunir des données, les satellites espions américains et européens se tournent vers l'Union soviétique et découvrent la centrale éventrée. Un livre ouvert. La fumée qui continue de s'échapper du gouffre apparaît clairement en vision thermique. Dans la soirée de ce lundi 28 avril, nous recevions un message de M. Petrosian qui dirigeait la commission d'énergie atomique russe, dans lequel il nous informait qu'il y avait eu un accident. Au même moment, les Russes informaient le monde. Et bien évidemment, au Politburo, nous avons pris la décision qu'il était essentiel que tous les faits nous soient dorénavant rapportés. J'ai donc fait appel au KGB.
Je les ai chargés de suivre tout ce qui se passait là-bas et de me rendre compte des conversations que les spécialistes avaient entre eux. Je les ai chargés de me rapporter cette information, à moi, personnellement. Au pouvoir depuis moins d'1 an, Gorbatchev mesure à quel point le système soviétique ne fonctionne plus. Il aura fallu plus de 48 heures pour qu'il obtienne des informations fiables sur la catastrophe. Maintenant, il sait, mais rien n'est résolu. Au fond du réacteur éventré, 1200 tonnes de magma incandescent brûlent toujours à plus de 3000 degrés, rejetant des litres de gaz et de poussière radioactive dans l'atmosphère. L'ensemble de l'Europe est à la merci des vents. Il faut agir, et vite. Le général Antochkine et sa flotte de 80 hélicoptères sont envoyés de Moscou à l'assaut du brasier. Dès son arrivée, le général survole à 200 mètres d'altitude le réacteur éventré. À cause du feu, la température à cette hauteur était de 120 à 180 degrés. Le graphite continuait de brûler. Notre dosimètre était limité à 500 Röntgen. L'aiguille devenait folle. L'appareil saturait. Je pense qu'il y avait au moins 1000 Röntgen à 200 mètres de hauteur. Même à cette altitude, une exposition d'une demi-heure serait mortelle. Le puissant courant d'air chaud radioactif qui monte du réacteur rend toute approche impossible. Pour attaquer l'incendie, ils vont devoir improviser. Il fallait agir aussi rapidement que possible, éteindre et sceller le réacteur pour pouvoir ensuite s'approcher et mener d'autres travaux. Il fallait aussi tout fermer afin d'arrêter la propagation de la poussière radioactive. Le vent l'emportait. Il fallait vraiment faire vite. Un gigantesque balai se met en branle. À bord des hélicoptères, des pilotes d'élite, certains transférés d'urgence du front afghan, et des soldats sans aucune protection spécifique, qui jettent à la main des sacs de 80 kilos sur la fournaise. L'objectif, étouffer le feu en obstruant le réacteur de tonnes de sable et de bore, un acide qui neutralise les radiations. Le premier jour, 110 sorties, le lendemain, 300. Le taux de radioactivité au-dessus du réacteur atteint par endroits 3500 Röntgen. Certains pilotes effectueront 33 vols dans la journée. Lors de chaque passage, il recevait de 5 à 6 Röntgen. S'il s'attardait, ce chiffre augmentait. Après avoir lancé 6, 7, 8 sacs, ils étaient trempés de transpiration à cause de la température. Après quelques missions, mes soldats allaient se laver, manger. Puis au bout d'un moment, ils vomissaient. Dès le premier jour de la crise, c'est vers l'hôpital numéro 6 de Moscou que sont acheminées les victimes des radiations. Il abrite le seul service du pays spécialisé dans les radiotoxémies aiguës, les maladies liées à de très fortes expositions à la radioactivité. Chez les irradiés, les premiers symptômes, vomissements, nausées, diarrhée, sont suivis d'une période de latence. Ce n'est qu'ensuite qu'on voit l'apparition d'autres symptômes bien souvent mortels, comme la dégénérescence de la moelle osseuse, ou ces terribles brûlures qui rongent sans fin la chair jusqu'à l'os. Lorsqu'ils sont arrivés à la clinique, c'était psychologiquement très difficile. Ils arrivaient de l'aéroport. Presque tous étaient des hommes jeunes.
Ils sont arrivés pendant la période de latence. Ils se sentaient bien. Ils plaisantaient. Ils étaient tous habillés de la même façon, dans les mêmes pyjamas. Mais nous savions déjà que beaucoup d'entre eux allaient mourir. 27 d'entre eux sont décédés dès les premiers temps. Tous avaient reçu des doses énormes de radiation et souffraient de brûlures totalement incompatibles avec la vie. Pendant 15 ans, les 56 premiers décès seront les seuls reconnus par les autorités. À l'est de la centrale, sur 30 km, la forêt brune, les arbres brûlés par le souffle radioactif de l'explosion. Mais la zone sinistrée s'étend déjà bien au-delà de ses limites. Depuis l'accident, les particules radioactives emportées par les nuages retombent au hasard des précipitations. Une contamination en taches de léopard qui frappe l'Ukraine, mais aussi la Biélorussie et la Russie. Le 1er mai, les vents tournent et des quartiers de Kiev sont contaminés à leur tour. Sur cette carte dressée d'après les mesures réalisées par les hommes du colonel Grebenyuk, on peut voir en orange les quartiers gravement touchés, entourés de quartiers où la radioactivité est normale. Mais la population est délibérément maintenue dans l'ignorance. Seul un minuscule article en bas de 3e page de la Pravda mentionne l'accident pour annoncer que tout danger est écarté. Le toit du pays s'effondrait et on faisait comme s'il ne se passait rien. Avec le maintien des manifestations du 1er mai, c'est comme si le pays ne voulait pas voir. C'est là un autre aspect de cette gigantesque catastrophe de Tchernobyl. 6 jours après l'explosion, malgré des taux de radiation atteignant par endroits plusieurs milliers de fois la norme, les autorités encouragent les populations à participer à la fête du travail et aux manifestations du 1er mai. J'ai vu de mes yeux cette manifestation du 1er mai 1986. J'ai vu et j'ai vécu cette parade de la mort. Une parade de la mort. Des mots terribles. Aveu troublant. Toutes les images filmées lors du 1er mai 1986 ont disparu des archives nationales. Seules demeurent ces photos d'Igor Kostin. Sherbitsky, le premier secrétaire de l'Ukraine, s'est rendu lui aussi à la manifestation avec sa famille et ses petits-enfants. Il est vrai que sur le principe, cela nous semblait très important, afin d'éviter toute panique. Mais si nous avions su la quantité de radioactivité présente dans l'atmosphère, combien d'enfants contaminés lors de ces cérémonies? 20 ans plus tard, aucune étude statistique n'a encore été publiée. Quant à Tcherbinsky, le premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, il s'est suicidé. Une semaine après l'accident, l'exode continue. Les habitants de la ville de Tchernobyl, située à 7 km de la centrale, sont évacués à leur tour. Puis ceux de tous les villages compris dans un rayon de 30 km. Personnes déplacées, dont beaucoup sont déjà contaminées. Une zone de 300 000 hectares, à cheval sur les territoires ukrainiens et biélorusses, se trouve ainsi brutalement vidée de ses habitants et isolée du reste du monde. Une vaste région déracinée,
toute une culture arrachée à sa terre, un monde anéanti en quelques jours par l'ennemi invisible. C'est pire qu'une guerre. Ici, l'ennemi, tu ne le vois pas. À la guerre, tu vois le canon, tu vois la mitraillette, le tank. Ici, tu ne vois rien. La radiation est partout. Elle te transperce. Elle rentre en toi. Et les effets ne se font sentir que plus tard. Parfois des années plus tard. C'est terrifiant. Pendant ce temps, le nuage radioactif continue sa progression au-dessus de l'Europe. Il survole la Bavière et l'Italie du Nord. Dans le sud de la France et en Corse, des pluies provoquent des chutes de césium-137 et d'iode-131 radioactifs. Récoltes et pâturages sont gravement contaminés. Alors que les autorités françaises nient son passage, il atteint la Grande-Bretagne et s'étend vers la Grèce. À Tchernobyl, la radioactivité continue d'augmenter. Les 5000 tonnes de sable et d'acide borique ont permis d'obstruer le cratère. Mais contre toute attente, sous ce gigantesque bouchon, le magma incandescent continue de se consumer. Dix jours après la catastrophe, Gorbatchev invite personnellement Hans Blix, le directeur de l'Agence intercontinentale de l'énergie atomique, à se rendre sur place. Il est le premier témoin occidental à Tchernobyl. Well, we have seen the site from the air. And we have seen that a little smoke is still coming up from the damaged plant. On parlait beaucoup du risque d'une deuxième explosion. Je me souviens, lorsque je suis arrivé à Moscou, un ami, un proche d'un de mes experts, m'appela pour me dire qu'un second réacteur pourrait même exploser. Au fond du réacteur, 195 tonnes de combustible nucléaire brûlent toujours, dégageant une chaleur phénoménale qui fait peu à peu fondre le sable. À la surface du bouchon, d'inquiétantes fissures apparaissent. Une fois le cratère fermé, la température s'est mise à augmenter. On a eu peur car cela aurait pu provoquer une autre explosion. C'était effrayant. Les scientifiques sont venus prendre des mesures. Ils étaient très inquiets. Ils craignaient que la température critique soit atteinte et que cela provoque une seconde explosion. Cela aurait été une terrible tragédie. Sous l'effet de la chaleur, la dalle de béton sur laquelle repose la masse en fusion menace de se fissurer et de laisser s'infiltrer le magma. Or, l'eau déversée par les pompiers aux premières heures de la catastrophe s'est accumulée sous cette dalle. Si le magma radioactif atteignait cette eau, ce contact déclencherait une seconde explosion bien plus terrible que la première. Les plus grands spécialistes du pays sont mobilisés. Vassili Nesterenko est l'un d'entre eux. Il travaillait à l'époque à l'amélioration des missiles nucléaires de l'Union soviétique. Si la chaleur parvenait à fissurer la dalle en béton, il aurait suffi que 1400 kilos de ce mélange d'uranium et de graphite rentrent en contact avec l'eau pour provoquer une nouvelle explosion. Si ce scénario catastrophe venait à se réaliser, la réaction en chaîne provoquerait une explosion comparable à celle d'une gigantesque bombe atomique. Nos spécialistes ont étudié cette possibilité et sont arrivés à la conclusion que l'explosion aurait été d'une puissance de 3 à 5 mégatonnes. Alors, Minsk, qui se trouve à 320 km de Tchernobyl, aurait été rasé et la vie en Europe rendue insupportable. Il fallait à tout prix arrêter le processus. Si ça continuait, cela aurait entraîné une énorme catastrophe.
Cette seconde explosion aurait été accompagnée d'une terrible onde de choc et d'une augmentation massive de la radioactivité. Elle aurait entraîné des milliers de morts en quelques heures. Plaise à Dieu que cela n'ait pas eu lieu. À Minsk, Gomel, Kiev, des trains et plus de 1000 wagons étaient prêts à évacuer les populations. La situation est critique. À Moscou, la commission d'État décrète 2 mesures d'urgence. Premièrement, sacrifier un bataillon de pompiers pour vidanger l'eau qui stagne sous le réacteur. Tous seront promus héros de la nation et irradiés à vie. Seconde mesure, sceller plus efficacement le cratère pour faire enfin baisser la température. En 2 jours, les hommes du général Antochkin vont larguer 2400 tonnes de plomb dans le réacteur. Quand on a commencé à jeter le plomb, la température a baissé tout de suite. Il absorbait bien et en fondant, il a scellé le trou. Donc les radiations étaient moins fortes. Mais en fondant au contact de la fournaise, une partie de ce plomb se vaporise dans l'atmosphère. 20 ans plus tard, on en trouve les traces dans les organismes des enfants malades de Tchernobyl. Aujourd'hui, on critique beaucoup, mais dans cette situation, on n'a rien trouvé de mieux. Les civils et les militaires, avec ou sans grade, tout le monde a travaillé avec abnégation. J'ai participé à cette première étape et je peux vous dire qu'il fallait le faire. C'était de l'héroïsme. Au cours de cette opération, 600 pilotes seront mortellement irradiés et leur sacrifice n'aura que retardé l'échéance. Bien que recouvert, le brasier n'est toujours pas éteint. Pour suivre son développement, les survols en hélicoptère ne sont plus d'aucun secours. Il faut s'en approcher, descendre dans l'abysse. Mais comment ? « 15 jours se sont écoulés depuis l'accident et l'improvisation continue. L'étude des plans de la centrale montre qu'on peut peut-être approcher la zone active en empruntant les corridors techniques qui abritent câbles et canalisations derrière d'épaisses cloisons de béton. Une délégation de techniciens de l'Institut Kourtchatov s'enfonce dans ce labyrinthe, un véritable parcours du combattant, car une partie des tunnels s'est effondrée lors de l'explosion. Ils percent au chalumeau l'enveloppe du 4e réacteur et y plongent leurs détecteurs de radioactivité et de température, ainsi que des caméras. Le résultat est terrifiant. Les taux de radioactivité sont phénoménaux et les pires prédictions se réalisent. Le magma incandescent a fendu la dalle de béton et s'est infiltré à l'intérieur même du bassin vidé. Il menace maintenant de s'enfoncer davantage. La probabilité de l'explosion était de 5 à 10%. On avait évacué l'eau sous le réacteur, mais il fallait absolument faire quelque chose. Mettre quelque chose sous le réacteur pour que le magma ne continue pas à s'enfoncer. Mettre quelque chose pour qu'il ne tombe pas. Plus rien n'empêche désormais le magma radioactif de s'infiltrer dans le sous-sol sablonneux. Or, à l'aplomb du réacteur, s'étend une gigantesque nappe phréatique qui alimente tout le pays en eau. Ce qui nous inquiétait le plus, c'est que cette masse s'enfonce et rentre en contact avec les eaux des nappes phréatiques souterraines. Ce qui aurait ensuite pollué les fleuves Pripyat, puis le Dniepr, Kiev, la mer Noire. Oui, il fallait absolument résoudre le problème. Une nouvelle option est alors envisagée, mais elle impose d'autres sacrifices. Le 12 mai 1986, les mineurs de Toula, à 1000 km de Tchernobyl, reçoivent du Kremlin la visite du ministre adjoint à l'industrie minière.
Le ministre nous parle de l'accident de Tchernobyl. Il nous annonce qu'ils ont besoin des mineurs de notre région, le bassin de Moscou. Il nous donne 24 heures pour préparer nos affaires. Le lendemain, nous quittons cette même place en car direction l'aéroport de Moscou. Le 13 mai, les camarades étaient à Tchernobyl et déjà au travail. Leur mission, aménager un accès au réacteur par la seule voie encore envisageable, le sous-sol. Notre mission était la suivante. Creuser une galerie de 150 mètres de long depuis le 3e bloc jusqu'au 4e, puis creuser une chambre de 30 mètres sur 30 destinée à accueillir un dispositif de réfrigération sous le réacteur pour le refroidir. Pour limiter l'exposition aux radiations, ces hommes vont devoir descendre à 12 mètres de profondeur, puis se frayer un chemin jusque sous le réacteur brûlant. Là, ils vont construire une pièce de 2 mètres de haut et de 30 mètres de côté, où sera installé un système complexe de refroidissement à l'azote liquide. Тебе говорили, что нужен вентиляционный рукав. Ты меня слышишь? 10 000 mineurs de Russie et des régions minières de l'Ukraine sont en un mois envoyés dans cette galerie. Ils ont entre 20 et 30 ans. À l'intérieur du tunnel, construit sans aération, la température est de 50 degrés et la radioactivité minimum de 1 Roentgen par heure. On travaillait sans protection et les mineurs ne pouvaient pas utiliser les masques respiratoires car ils devenaient humides après quelques minutes de travail. Tout le monde les enlevait et continuait à travailler sans rien, parfois torse nu. On buvait de l'eau à la bouteille, ce qui est aussi très mauvais car c'est ainsi que les éléments radioactifs pénètrent dans le corps. Un de nos camarades a avalé un grain de sable fortement radioactif. Il en est mort. Comment savoir ce que chacun a aspiré ou avalé? Le plus dur, c'était le manque d'oxygène et la grande chaleur. Il faisait chaud, 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 et il fallait travailler vite. Un rythme infernal. De plus en plus vite. C'était le plus dur. Vite, vite, vite. Des bataillons de 30 mineurs se relayent toutes les 3 heures, 24 heures sur 24. En 1 mois et 4 jours, ils vont creuser un tunnel de 150 mètres, une tâche qui dans une mine prend normalement 3 mois. Les endroits les plus dangereux, ce n'était pas sous terre. Sous le réacteur, la radiation était moindre. Par contre, dès que l'on sortait, il fallait courir encore plus vite. À la sortie du tunnel, la radioactivité est 300 fois plus forte. Pas un de ces mineurs n'en est sorti indemne. Et à aucun moment ils n'ont été informés des véritables dangers auxquels ils s'exposaient. Quelqu'un devait le faire, ce travail. Nous ou quelqu'un d'autre. On a fait notre devoir. Fallait-il le faire? Il est trop tard pour juger. Je ne regrette rien. Les mineurs vont accomplir leur mission, mais le système de réfrigération ne sera jamais installé sous le réacteur. La chambre souterraine sera finalement remplie de béton pour consolider la structure. Officiellement, chaque mineur aura absorbé de 30 à 60 Roentgen, mais tous affirment qu'ils ont assimilé de 3 à 5 fois plus.
Le quart de ces hommes est mort à une moyenne d'âge de 40 ans. 2500 sacrifiés, qui ne figurent dans aucune statistique. Alors que les mineurs creusent encore sous le réacteur, à Moscou, Hans Blinks organise une conférence de presse avec les autorités soviétiques. Let me say that on behalf of the IAEA, we have expressed profound regret at the tragic accident, the loss of lives, and the damage which has been caused. We have now agreed with the Soviet authorities to come to Vienna for a post-accident analysis. Il annonce devant plus de 500 journalistes venus du monde entier la tenue d'une première conférence internationale à Vienne, au cours de laquelle les Soviétiques ont accepté de transmettre toutes leurs données sur la catastrophe. Le résultat le plus important de cette conférence de presse a été que les Russes ont senti qu'ils pouvaient croire à ce qu'on leur disait. Ils avaient l'habitude de gouvernements qui mentaient systématiquement sur tout désastre ou catastrophe. Ils ne pouvaient qu'imaginer le pire. La situation était déjà assez terrible comme ça, mais pour la première fois, ils pouvaient croire en leurs dirigeants. Ce fut une victoire pour la politique de transparence. Les Soviétiques acceptent de coopérer pleinement avec les Occidentaux. Une première dans l'histoire de l'URSS. Une victoire politique dont Gorbatchev a bien besoin. Car à Tchernobyl, si le feu est stabilisé, le cratère et les tonnes de gravats hautement radioactifs restent exposés aux quatre vents. Il faut de toute urgence recouvrir la structure éventrée et nettoyer toute la zone. Mais pour cela, il va encore falloir des hommes. Beaucoup d'hommes. Добрый вечер, товарищи. 18 jours après la catastrophe, Gorbatchev s'adresse enfin aux Soviétiques. Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Вся работа, по сути, ведется круглосуточно. Задействованы научные, технические, экономические возможности всей страны. Tout le pays était mobilisé. Pas de formalité bureaucratique. S'il fallait quelque chose, on le prenait. Pas de formalité. Les histoires de coups, on verra après. On se servait directement. C'était une situation de front. Le général Nikolaï Tarakanov est envoyé en première ligne pour commander les troupes terrestres. En une année, 100 000 soldats et officiers sont passés par Tchernobyl. Tous réservistes. Les soldats étaient convoqués par l'état-major de leur ville et envoyés directement au front, à Tchernobyl. Militaires ou civils, gradés ou simples soldats, tous seront désormais des liquidateurs. Un terme inventé pour la bataille de Tchernobyl. Leur mission, liquider la radioactivité. Сначала ходишь первые дни, прячешься, одеваешь маску, а потом уже забываешь, даже на производстве уже забываешь одевать ее. Уже как дома, чувствуешь себя действительно, привыкаешь здорово. Все улыбаются, все довольны. Водку не продают. Вообще в Москве такой слух был, что на Чернобыль приезжает, водителям каждый день дают 150 грамм этого. Я с женой разговаривал, и рассказываю, говорю, в столовую заходишь 150, выходишь 150. Она, ты хоть закусывай там. Igor Kostin faisait partie des 5 reporters de guerre accrédités par le Kremlin pour suivre la bataille. Une première dans un pays où le secret était la règle. 3 d'entre eux y ont laissé la vie. Il n'y avait pas de titre, pas de ministre, de généraux ou de soldats. Personne ne disait « je suis général, faites ce que je vous dis ». Chacun faisait honnêtement ce qu'il pouvait faire.
Et c'est ainsi que la machine baptisée liquidation de l'accident de Tchernobyl s'est mise en place. 100 000 militaires, mais aussi 400 000 civils, des ouvriers, des ingénieurs, des infirmiers, des médecins, des scientifiques, venus de toutes les républiques, passent par Tchernobyl. L'Union soviétique livre sa dernière grande bataille. 500 000 personnes. Les troupes de Tchernobyl étaient plus importantes que les troupes napoléoniennes. Et notre armée a été contaminée. Désert, les hélicoptères déversent des tonnes d'un liquide collant baptisé bourba, lavasse, un mélange coagulant qui colle les poussières radioactives au sol. Pendant ce temps, des brigades de liquidateurs sont chargées de nettoyer la zone, de laver maison par maison la couche de poussière radioactive qui recouvre tout. Des brigades spéciales de chasseurs ont été créées. Armées de fusils, ces brigades patrouillaient la campagne, les forêts, et ils tuaient les chiens et les chats. Tous les animaux doivent être abattus, car en passant dans les endroits fortement contaminés, leur pelage s'imprègne de radioactivité et risque de contaminer ensuite les liquidateurs. Les derniers villages encore habités de la zone sont vidés de leurs occupants. Maison par maison, ils sont ensuite détruits et ensevelis. Le soir, les engins, comme les hommes, sont couverts de poussière radioactive. À la douche, on se lavait 5 à 6 fois. On s'entraidait avec un gant de chanvre et un savon le plus rugueux possible. Du savon de l'armée. On se lavait jusqu'à l'épuisement. On enfilait des vêtements neufs. Puis on mangeait. On mangeait très bien là-bas, car pour résister à la radiation ionisante, il faut être très fort. Car la radiation ionisante trouve les endroits les plus faibles de ton corps. Et c'est là qu'elle pénètre en toi et t'abat. Aux abords de la centrale, un chantier pharaonique se met en place. Pas de dimanche, pas de jour de fête, pas de congé. 300 000 mètres cubes de terre contaminée sont raclés à l'aide d'étranges bulldozers, puis ensevelis dans d'immenses fosses que l'on recouvre de béton. Cet endroit autour du 4e bloc, c'est l'endroit où se déroulaient les missions les plus dangereuses de la zone. 8 semaines après l'explosion, les liquidateurs s'attaquent au cœur du problème. Pour neutraliser durablement son poison et l'empêcher de se répandre davantage, il faut isoler l'ensemble du réacteur éventré. Lev Botcharov est un des ingénieurs qui ont conçu la gigantesque structure destinée à recouvrir entièrement le réacteur. Un sarcophage de béton et d'acier de 170 mètres de long pour 66 mètres de haut. C'était un projet unique au monde. Personne n'avait jamais fabriqué une telle structure dans un lieu aussi radioactif. On ne pouvait y travailler que quelques minutes ou quelques secondes d'affilée. Cela ne s'était jamais fait. Le défi est colossal. Comment ériger cette construction monumentale dans un environnement où des hommes ne peuvent travailler que quelques minutes, voire quelques secondes d'affilée ?
Une situation inédite face à laquelle les liquidateurs vont encore devoir improviser. Une situation qui va encore imposer de nouveaux sacrifices. Au mois d'août, l'assaut final est lancé. La radioactivité dans ce secteur est telle que seuls des robots télécommandés peuvent être envoyés en première ligne. Mais pour acheminer ces robots sur le chantier, un homme doit les conduire. Il ne peut rester sur place que quelques minutes, sous peine d'être mortellement irradié. À une vingtaine de mètres du gouffre, il stationne le robot et court se réfugier dans le blindé recouvert de plomb qui le suit. Chaque seconde qui passe met un peu plus sa vie en danger. Voici un des engins blindés. Cela paraît primitif, mais on a dû les fabriquer nous-mêmes. On a entièrement tapissé les cabines de plomb pour protéger au mieux nos soldats des radiations. Cela aussi nous a aidés. Toutes les pièces métalliques de la structure sont préalablement usinées, parfois à des centaines de kilomètres de là, puis apportées une à une sur le chantier pour y être assemblées. Un puzzle dément, des poutres de 150 tonnes et de 70 mètres de long, des contreforts de 45 mètres de haut. Ça, c'est la grue d'EMAC 4000. Regardez l'échelle. On ne pouvait pas travailler longtemps sur le chantier. Et on n'avait pas droit à l'erreur. À la moindre imprécision, l'assemblage devenait impossible. Malgré des conditions extrêmes, le chantier progresse. 100 000 mètres cubes de béton sont engloutis par la construction. Mais la découverte d'un nouveau problème oblige à interrompre les opérations. Le toit de la centrale est recouvert de morceaux de graphite hautement contaminés. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Ces morceaux de graphite enveloppaient les barres d'uranium. Ils ont été expulsés du cœur du réacteur au moment de l'explosion. Un seul de ces gravats émet suffisamment de radiation pour tuer un homme en moins d'1 heure. Il est indispensable de les éliminer avant de poursuivre la construction. Там очень большие уровни радиоактивного излучения, и поэтому туда подойти крайне тяжело. Ну и зачем туда пускать людей, когда может техника сработать? Des robots sont envoyés sur le toit pour pousser ces déchets mortels par-dessus bord. 60 mètres plus bas, d'autres robots les rassemblent et les enfouissent dans des fosses. Mais au bout de quelques jours, la radioactivité ambiante affecte même les robots. Leurs circuits électroniques ne résistent pas. Ils échappent à tout contrôle puis tombent en panne. L'un d'eux se précipite même au cœur du gouffre. Как вы собираетесь его разворачивать? Он же поперек висит. Sur le toit, les robots sont désormais inutilisables. La décision est prise d'envoyer des hommes pour les remplacer. Des soldats russes qui, pour la circonstance, seront baptisés biorobots. Ce bataillon de jeunes recrues se prépare à monter pour la première fois sur le toit du 3e réacteur. Ils ont entre 20 et 30 ans, tous réservistes, appelés au front pour la mission la plus dangereuse et la plus meurtrière de la bataille de Tchernobyl.
Aucun humain n'a encore jamais travaillé dans des zones aussi radioactives. C'est le général Nikolai Tarakhanov qui dirige la manœuvre. Il est l'instigateur de cette opération qu'il a personnellement mise au point dans ses moindres détails, jusqu'au costume de plomb cousu à la main, que chaque soldat est tenu de se confectionner la veille de l'assaut. Devant, derrière, dans les bottes, ils étaient recouverts de plomb. Un casque, un masque de protection contre les rayons bêta et un tablier spécial. Une protection sur les mains. Une double protection en plomb aussi. L'ensemble de l'uniforme pesait de 26 à 30 kilos. Хорошо, наш первый вопрос решили. Так, медицинское свидетельство везде прошли? Все нет, подождите, это ответ, значит, не по существу. Анализ крови, правильно? Значит, я вам сегодня, товарищи, говорю, мы проводили 2 дня назад эксперимент с научным центром. Офицеры ходили туда вместе со мной. Понятно? Значит, страшного, конечно, ничего там нет. Это ясно. Сегодня состоялось решение и правительство. Они тоже идут туда же? И многие так. Ну, некоторые не стремились туда, конечно, уехать. Évidemment, certains n'avaient pas envie d'y aller. Mais en tant que réserviste, on était obligé d'y aller. Мое мнение было, надо было ехать и отдать свой долг. Pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Je devais y aller pour accomplir mon devoir. Qui serait allé à ma place? Qui aurait liquidé cette catastrophe pour que la radioactivité ne se répande pas partout dans le monde? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et так это шло более 2,5 недели. Это был ад. 2 semaines et demie d'enfer. Mais l'enfer ne durait que 2 à 3 minutes pour chaque soldat, voire 40 secondes, quand le niveau était trop élevé. Nous avons bien calculé les temps afin d'épargner le plus de vies possible. Au son de la sirène, une patrouille de 8 soldats accompagnés d'un officier sort sur le toit. Leur mission est simple, remplir aussi rapidement que possible leurs pelles de gravats radioactifs et les projeter hors du toit. D'après les calculs du général Tarakhanov, le taux de radioactivité évalué à 7000 Röntgen/heure ne leur permet pas de rester plus de 45 secondes sur les lieux, le temps de jeter 2 pelletées. Nous étions comme des fourmis. Les uns terminaient leurs tâches, les autres prenaient immédiatement la relève. Chacun devait réaliser sa part aussi modeste soit-elle. Et c'est tous ensemble que nous avons combattu la radioactivité. Pendant 10 jours, toutes les 10 minutes, une nouvelle patrouille de biorobots se rend sur le toit. D'après les militaires, 3500 personnes ont participé à ce nettoyage. Certains, comme Igor Kostin et Konstantin Fedotov, sont retournés 5 fois sur le toit. On prenait des morceaux de 1500 Röntgen dans les mains. Après une journée de travail, on avait mal aux mains. On ne pouvait plus serrer les poings. Quand je me suis retrouvé sur le toit pour la première fois, j'ai été frappé par la mystique qu'on pouvait y ressentir. C'était comme sur une autre planète. Tout était recouvert de carburant radioactif.
J'avais les mains qui tremblaient. Je ne savais plus dans quel monde je me trouvais et j'ai commencé à photographier. Si on regarde bien, on voit les traces de la radioactivité sur la pellicule. Ça montait du sol, comme ça. On a mal aux yeux et on a un goût de métal dans la bouche. Voilà les deux choses que l'on sent. Et quand on sent cela, on sait qu'on a dépassé la dose. Là-bas, on ne sentait pas ses dents. On n'avait en bouche que le goût du plomb. Tu faisais ce geste, mais tu n'entendais rien. Le plomb recouvrait tout. Aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, j'ai encore ce goût de plomb dans la bouche. Ils sont des milliers à avoir ressenti ce goût si particulier qui trahit l'ennemi invisible. Car pendant que les biorobots se sacrifient sur le toit de la centrale, les travaux de liquidation se poursuivent sur toute la zone des 30 km, 24 heures sur 24 et par tous les temps. Là où en temps normal il faut à un homme 1 heure pour réaliser un travail, ici à Tchernobyl, il fallait 60 personnes. Quand on revenait du toit, on avait l'impression que des vampires nous avaient sucé tout notre sang. On n'avait plus de force, on ne pouvait plus bouger. Il y avait des gens qui saignaient du nez. Les pompiers restaient toujours à côté. Si quelqu'un commençait à saigner du nez, il fallait l'envoyer à l'hôpital. Si on tombait, on nous renvoyait, mais nous, on voulait tenir le coup. Mais à l'époque, on était jeunes, on était forts. Depuis, aïe aïe, on n'a plus de santé, plus rien. Dans mon livret, ils ont inscrit que j'avais reçu 20,5 Röntgen. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce chiffre était de plusieurs fois inférieur à la dose réelle. Je l'ai vu de mes yeux. Pour son travail sur le toit, chaque soldat reçoit un diplôme militaire de liquidateur et une prime de 100 roubles, l'équivalent d'une centaine d'euros. Спасибо вам за выполненную задачу. Доброго здоровья и благополучия. Награждайтесь грамотой, почетной и Le pire, c'est que le sacrifice de toutes ces vies n'a en fait permis de réduire que de 35% le taux de radioactivité du toit. Награждайтесь почетной грамотой. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и стать достойным офицером войск ФСБ. Personne ne savait exactement le niveau réel de radiation. On sait maintenant que les radiations étaient de 10 à 12 000 Röntgen par heure. À un tel niveau de radioactivité, il ne fallait pas envoyer des gens. 7 mois après l'explosion, la zone est nettoyée et le sarcophage terminé. 500 000 personnes militaires et civiles ont participé à l'opération. J'ai dit à la commission qu'il fallait à nos soldats, pour avoir affronté de tels taux de radioactivité, pour avoir nettoyé tout ce graphite et avoir accompli tant d'actions héroïques, un geste aussi symbolique que de hisser notre drapeau. L'installation de ce drapeau, c'était comme l'installation du drapeau au-dessus du Reichstag lorsque l'armée rouge a vaincu le fascisme.
Pour eux, ce drapeau symbolisait leur victoire sur la radioactivité qu'ils appelaient le mal noir. Chaque équipe de liquidateurs fête à sa manière la fin de ce terrible chantier. Botcharov et ses hommes inscrivent leur signature sur la dernière pièce métallique qui sera installée au sommet du sarcophage. Notre sarcophage, c'est un panthéon. Une tombe, un mausolée, notre deuxième mausolée. Après ça, nous avons arrêté de construire des centrales nucléaires. Cette grande victoire gardera pour l'URSS un goût amer, car le pays ne s'en relèvera jamais. Cela nous a coûté 18 milliards de roubles. À cette époque, le rouble valait $1. 18 milliards. C'était colossal. Et si l'on considère que peu après, les prix du pétrole se sont effondrés, vous imaginez les difficultés dans lesquelles s'est retrouvé notre pays et le projet de perestroïka. Les premières neiges ne fondent pas sur Tchernobyl. Pour les autorités, c'est la preuve que le sarcophage est étanche, au moins pour 30 ans selon les estimations. Les liquidateurs sont partis. Les réacteurs 1, 2 et 3 sont remis en marche. La première bataille de Tchernobyl s'achève sur une victoire qui va précipiter la fin de l'URSS. Mais pour beaucoup, c'est aussi le début d'une guerre qui, 20 ans plus tard, n'est toujours pas terminée. Après, Pripyat est toujours une ville fantôme. Accompagnée d'Igor Kostin, Yulia a souhaité revoir l'appartement où elle avait vécu avec sa famille, jusqu'au jour fatidique de leur évacuation. Contrairement à ce qui leur avait été annoncé, aucun habitant n'a jamais pu revenir vivre dans ces tours désertées. Потрогай стену, раз ты пришла к себе домой. Pour Igor Kostin aussi, cette visite ravive de douloureux souvenirs. Au cours de ces 7 mois passés à couvrir la bataille, il a été gravement irradié. Depuis, il doit être hospitalisé plus de 2 mois par an. Новую энергию в завтрашний день. Родина, как никто, больше для этой энергии человеку. Это твоя родина, твоя земля сейчас впитала всю мощность, что только мы можем дать отсюда. У меня такое ощущение, что здесь была всю жизнь. Pour les centaines de milliers de réfugiés de l'atome, comme pour les 500 000 vétérans de la bataille de Tchernobyl, le combat contre l'ennemi invisible n'a jamais cessé. Tous ceux qui sont passés par Tchernobyl souffrent encore de la radioactivité qui a pénétré leur organisme. Au cours des mois qui ont suivi la bataille, les hôpitaux de toute l'Union soviétique ont vu affluer les liquidateurs. 20 ans plus tard, ceux qui sont encore en vie fréquentent toujours le service spécialisé de l'hôpital numéro 6. Tous sont victimes de ce que les spécialistes appellent désormais le syndrome de Tchernobyl. Nous sommes tous atteints d'un ensemble de symptômes. Le cœur, l'estomac, le foie, les reins, le système nerveux. Tout notre organisme est perturbé à cause des transformations métaboliques provoquées par la contamination radioactive.
Lorsque ces liquidateurs sont rentrés chez eux, ils étaient épuisés, incapables de reprendre une vie normale. 20 ans plus tard, tous ceux qui ont survécu sont invalides et ne peuvent plus travailler. Mais les autorités ont choisi d'ignorer leur détresse. Les vétérans de la guerre d'Afghanistan restent en vie, alors que nous mourons tous à petit feu. J'ai écrit un poème à ce sujet. La tristesse m'envahit, nostalgie et angoisse, comme une balle tirée dans la tempe, que plus rien ne peut arrêter. Et en cachette, la mère prie Dieu pour que son fils ne meure pas. Ces hommes n'avaient pas 30 ans lorsqu'on les a envoyés affronter l'atome. Aujourd'hui, âgés de moins de 50 ans, ils s'accrochent à la vie comme des vieillards. D'après les militaires, sur les 500 000 liquidateurs de Tchernobyl, 20 000 sont déjà morts et 200 000 sont officiellement invalides. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, ni de quelle maladie tu vas mourir. Tu ne sais pas quelles seront les conséquences sur ta descendance si jamais tu as des enfants. Nous sommes conscients de tout cela, et nous savons que l'ennemi invisible nous ronge de l'intérieur comme un ver. Pour nous, la guerre continue, et nous partons tous peu à peu dans l'autre monde. Pourtant, pendant 20 ans, seuls 56 décès vont être officiellement attribués à la catastrophe de Tchernobyl. Pendant 2 décennies, pas une étude ne sera publiée sur les 130 000 réfugiés de la zone. Pas la moindre statistique officielle sur l'état de santé des 500 000 liquidateurs. Aucun chiffre à propos des populations qui continuent à vivre autour de Tchernobyl et dans des zones contaminées. La véritable quantité de radiation qu'ils ont absorbée ne leur a jamais été communiquée. 6-0, да? Це вже підвищується. Вчора була 5 і 7, а сьогодні вже 6-0. Це не підвищується, таке може бути. Да? Плюс-мінус. Плюс-мінус. Це не таке страшне. Слухайте, до скількох страшне? До скількох? Ну, кажіть правду. До скількох страшне? До скількох? До 20. Cette dissimulation systématique des véritables conséquences de Tchernobyl, une députée du Soviet suprême la découvre dès 1991, au moment de l'éclatement de l'Empire soviétique. Profitant de l'anarchie dans laquelle le pays est plongé, elle parvient à se procurer une copie de documents top secrets. 600 pages de rapport au comité central, rédigés au fur et à mesure du déroulement de la bataille de Tchernobyl. En lisant ces documents, j'ai découvert que tout s'était passé autrement. J'ai compris à quel point le mensonge des chefs du parti était énorme. L'arrêt numéro 12 dit que le 12 mai 1986, 10 198 personnes étaient hospitalisées. 345 avaient la maladie des rayons. Et en même temps, on nous disait que tout allait bien, qu'il n'y avait rien de grave, que les enfants n'étaient pas malades. Et je me suis alors rendu compte de l'ampleur du mensonge. Dans un autre passage, elle découvre que les autorités ont arbitrairement modifié les normes, multipliant par 5 la dose de radiation considérée comme acceptable pour l'organisme. Quand ils ont augmenté la norme, les gens ont miraculeusement guéri. On les a renvoyés des hôpitaux et ils sont rentrés chez eux. C'était criminel. Cette tendance à la manipulation des chiffres est loin d'être le fait des seuls soviétiques. Fin août 1986, la première conférence internationale sur le bilan de Tchernobyl présidée par Hans Blix se tient à huis clos. Aucun journaliste ou observateur extérieur n'est admis dans l'hémicycle. La délégation russe est menée par l'académicien Legasov, l'homme qui avait dirigé la commission gouvernementale durant toute la bataille de Tchernobyl. Quand nous l'avons chargé de ce rapport à l'AIEA, nous lui avons donné l'obligation de rapporter tout. Et il a fait un compte-rendu très détaillé, qui les a tous mis dans un état de choc. Legasov va parler pendant 3 heures. Son rapport conclut que dans les décennies à venir,
il faut s'attendre à environ 40 000 décès dus à des cancers provoqués par Tchernobyl. Les pays occidentaux rejettent catégoriquement cette estimation. Elle donne alors lieu à une véritable négociation Est-Ouest. Ces chiffres ont été réduits à la baisse depuis. Ils étaient basés sur des calculs théoriques utilisant Hiroshima comme modèle. D'après ce modèle, pour un certain taux de radioactivité, les effets à long terme provoquent un certain nombre de morts. Si l'on augmente ce taux, alors le nombre de morts augmente. Je ne pense pas que cela soit exact, ce n'est pas empirique. Là encore, les chiffres sont étonnamment flexibles. À l'issue de la conférence, on ne parle plus de 40 000, mais de 4 000 morts probables. Ce chiffre est devenu en 2005 le bilan officiel de la catastrophe. Les plus virulents opposants à la politique de transparence des Soviétiques étaient alors les Français, qui sont allés jusqu'à nier le passage du nuage radioactif au-dessus du pays, soi-disant protégé par des vents contraires. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter, c'est sans aucun danger pour la santé publique. 20 ans plus tard, la France découvre sur son territoire, en particulier en Corse, la présence de malades atteints de cancer de la thyroïde, d'une nature comparable à ceux des régions proches de Tchernobyl. Le plus dangereux isotope sorti du réacteur de Tchernobyl n'est ni le césium, ni le plutonium, mais le mensonge. Le mensonge 86, comme je l'appelle. Un mensonge qui s'est propagé comme la radioactivité dans notre pays et dans le monde entier. Le 27 avril 1988, jour du 2e anniversaire de la catastrophe, l'académicien Legasov, qui a tant fait pour que toute la vérité soit connue, décide de mettre fin à ses jours. À l'image des conséquences de ce mensonge institutionnalisé, les particules radioactives projetées lors de l'explosion du réacteur continuent aujourd'hui encore d'empoisonner les terres. « 20 ans après la catastrophe, la zone de Tchernobyl reste inhabitable. En 5 ans, les radionucléides s'enfoncent de 5 cm dans les terres contaminées. 20 ans plus tard, ils se trouvent donc à 20 cm sous terre. Ils continuent à contaminer toutes les plantes qui y poussent. Pour nettoyer, il faudrait enlever une couche de terre sur 20 cm et tout enterrer dans des tombes. C'est un trop gros travail. 8 millions de personnes vivent aujourd'hui sur des territoires contaminés en Ukraine, en Russie et surtout en Biélorussie. Depuis 20 ans, en se nourrissant des aliments irradiés que ces terres produisent, ils sont exposés à une contamination lente et progressive. Un problème soulevé dès 1986 par les Soviétiques à la conférence de Vienne, mais volontairement ignoré depuis. Pourtant, 1152 enfants ont été opérés de cancer de la thyroïde entre 1986 et 2002, au centre spécialisé de Minsk. Et combien dans les autres villes? Aucune statistique globale n'a encore été rendue publique. Un médecin, Yuri Bondajevski, étudie depuis la catastrophe les maladies des populations des zones contaminées. Lorsqu'il publie ses découvertes en 1996, il est arrêté. Officiellement condamné pour corruption, il passera 5 ans en prison. En novembre 2005, il est toujours en résidence surveillée. Pour étayer ses résultats, il expérimente sur des hamsters les conséquences d'une contamination. Regardez ce qui se passe lorsque la mère a été contaminée au césium pendant la grossesse. Dans une seule portée, regardez combien de monstres. Des becs de lièvre, des yeux absents, des crânes déformés. Ces embryons sont issus de hamsters nourris uniquement à l'herbe contaminée de la région de Gomel.
Résultat, des portées entières de monstres. J'ai été horrifié par la quantité d'embryons monstrueux qui se sont formés chez les animaux qui mangeaient des produits contaminés par le césium. J'ai obtenu une quantité horrible de monstres en 2 semaines. D'habitude, quand on trouve un monstre, on le décrit. Vous connaissez sûrement le musée de Kunstkamera de Pierre Legrand à Saint-Pétersbourg. Pour être franc et direct, je vous dirais que je peux moi-même créer autant de monstres que je veux. Il n'existe aucune étude officielle sur les mutations génétiques de Tchernobyl. Il y en a pourtant des centaines. Et ce malgré les milliers de fausses couches et d'avortements pratiqués pendant les mois qui ont suivi la catastrophe. On constate chez ces enfants des malformations comparables à celles des hamsters de Bandajevski. En Biélorussie, 300 000 enfants souffrent aujourd'hui des conséquences de la contamination. Des organisations non gouvernementales comme la Croix Verte Internationale, fondée par Gorbatchev après sa mise à l'écart du pouvoir en 1991, ouvrent en Ukraine et en Biélorussie des centres de traitement et d'entraide pour les victimes de Tchernobyl. Elles organisent aussi des camps thérapeutiques destinés à apprendre aux nouvelles générations d'habitants des zones contaminées à vivre avec la radioactivité, comme ici, à tester la contamination de leurs aliments. Combien de temps cela va-t-il encore durer? 800 ans? Combien de temps faudra-t-il encore attendre? Oui, Tchernobyl a joué un rôle important pour nous tous. Et bien sûr, il faut chercher et ne pas lésiner sur les moyens. Il faut renforcer la coopération et permettre l'existence de centres scientifiques internationaux pour trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est la question essentielle. Je ne souhaite à personne, ni à mes amis, ni à mes ennemis, de vivre une telle tragédie. Personne ne mérite de vivre ce que nous avons vécu à Tchernobyl. Nous sommes tous des humains, et personne ne mérite cela. Au cœur de la zone, à 10 km de la centrale nucléaire, cachée dans la forêt, Tchernobyl 2. Il y a 20 ans, personne ne pouvait approcher de ce gigantesque radar militaire. L'œil caché de Moscou destiné à détecter les missiles américains. Sa mise hors service suite à l'explosion du réacteur est un symbole de l'avertissement que certains ont su entendre dans l'accident de Tchernobyl. Utiliser des armes est une chose terrible, et pire encore les armes nucléaires. Tchernobyl est un accident d'un seul et unique réacteur, et donc un accident limité, mais dont les conséquences durent toujours. Nous avons eu 2 bombes, Hiroshima et Nagasaki. Là aussi, les conséquences se font ressentir jusqu'à nos jours. Tchernobyl nous a montré la véritable nature de l'énergie nucléaire entre les mains de l'homme. Nous avons calculé que notre plus puissant missile, le SS-18, que les Américains craignaient le plus avec ses têtes autonomes, qu'un seul de ces missiles était aussi puissant que 100 Tchernobyl. Et nous en avions 2700. Et ce sont ces missiles que nous destinions aux Américains. 2700. Imaginez les dégâts. Monsieur Gorbatchev avait probablement raison de dire que Tchernobyl était une illustration de ce que peut être la propagation de la radioactivité. Dans ce sens, Tchernobyl a montré à tous que nous devions renoncer aux armes nucléaires. 1 an et demi après Tchernobyl, Gorbatchev retire d'Europe toutes les fusées nucléaires soviétiques à portée comprise entre 500 et 5000 km. 10 ans plus tard, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est ratifié par le monde entier sauf l'Inde. La catastrophe de Tchernobyl a entraîné le début du désarmement des plus grands combattants de la planète. Une grande première dans l'histoire de l'homme. Tchernobyl a convaincu le monde. Les soviétiques comme les Américains ont compris davantage encore les volcans atomiques sur lesquels nos pays étaient assis.
Pas seulement nos deux pays, mais le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, la catastrophe de Tchernobyl et ses leçons semblent pourtant s'effacer peu à peu des mémoires. Depuis 2001, les 3 réacteurs de Tchernobyl sont définitivement arrêtés. Pourtant, 20 ans après l'explosion, une forte radioactivité de 100 fois le fond habituel contamine toujours les alentours de la centrale. Sous le sarcophage du réacteur numéro 4, le poison est resté virulent. La pluie et l'érosion ont fragilisé l'édifice. Depuis sa construction, 3000 liquidateurs sont affectés à sa surveillance et tentent de lutter contre sa dégradation. On a fabriqué ce sarcophage pour 30 ans, dans l'idée que 30 ans après l'explosion, on pourrait fabriquer un nouveau sarcophage sans être obligé de courir à cause de la forte radioactivité. 20 ans sont passés, rien n'a encore été fait et il faut le remplacer d'urgence. Mais l'Ukraine n'a plus d'argent, nous non plus. Un nouveau sarcophage est en route, mais sa construction a déjà 10 ans de retard. Une bâtisse de 108 mètres de haut destinée à totalement recouvrir le premier sarcophage. Coût de l'opération, $1 milliard. Une collecte internationale de fonds dirigée par Hans Blix a été lancée. Nous avons toujours à construire le nouveau sarcophage. Cela sera fait dans 2 ans. Une fois réalisé, nous pourrons ensuite extraire les quantités de combustible nucléaire fondu qui se trouvent toujours en dessous. Car 20 ans après l'explosion, à 14 mètres sous terre, le magma refroidi au cœur du réacteur reste menaçant, et pour longtemps encore, un terrible héritage pour les générations à venir. Plaise à Dieu que le sarcophage ne s'effondre jamais, car à l'intérieur se trouve encore 100 kilos de plutonium. La dose mortelle pour un homme est de 1 microgramme. Voilà pourquoi il y en aurait assez pour intoxiquer 100 millions de personnes. La demi-vie du plutonium, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la moitié du plutonium aura disparu, est de 245 000 ans. C'est donc une particule que l'on peut considérer comme éternelle. Il y a des régions où la vie ne reviendra jamais. Aujourd'hui, malgré cette catastrophe, la dynamique de désarmement nucléaire issue de Tchernobyl semble pourtant bien remise en cause. Quant au domaine civil, si le développement du nucléaire est envisagé comme une solution au problème des énergies fossiles et du réchauffement de la planète, ce paysage nous rappelle que cette option impose la plus grande prudence et une information claire sur les risques réellement encourus. Tchernobyl ne nous laissera jamais oublier que si nous choisissons de vivre avec l'atome et ses incontournables dangers, nous devons aussi épargner aux générations futures tout risque d'une apocalypse nucléaire. Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди. Пушпилем ночной колокольный, беда ковыряет груди. Не путает конец и кончину, рассветы, как прежде, звенят. Кручина твоя, не кручина, а только ступень для тебя. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам не весело ждать. Еще предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что минулось тебя возвратят. Спокойно, дружище, спокойно, у нас все впереди.